très bien. Bonjour à tous et merci d'être ici parmi nous. J'aimerais commencer cette présentation en remerciant les membres du jury, tout particulièrement de leur présence. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de ma recherche effectuée dans le cadre d'un doctorat en co-tutelle entre l'Université Savoie-Mont-Blanc et l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai fait ce travail de doctorat au sein des laboratoires LOCI et LISTIC pour l'Université Savoie-Mont-Blanc et au sein de l'IDE3 pour l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mon doctorat s'intitule « Modèle d'évaluation de la performance et d'aide à la décision pour le développement des écoparcs d'activités ». Avant de commencer, je tiens aussi à remercier nos partenaires, la Corporation de développement économique de Victoriaville et de sa région, Chambéry Grand Lac Économie, le Grand Annecy, le Bureau d'études Patriarche et la Fondation UQTR. Ma présentation se compose de 5 parties. Je commencerai tout d'abord par une introduction pour vous présenter le contexte de la recherche et la problématique que j'ai posée. Je vous présenterai ensuite les cas d'études. Je rentrerai ensuite dans les détails du cadre méthodologique développé à travers un état de l'art et la proposition d'une définition d'écoparc, sa modélisation systémique, puis la présentation des modèles d'aide à la décision et des modèles d'expression de la durabilité. Je présenterai ensuite le modèle d'expression de la durabilité à travers une application au cas de l'écoparc de Victoriaville et je finirai par vous présenter les contributions de ma recherche et ses perspectives. Donc, commençons par l'introduction. Comme j'ai dit, je vais présenter le contexte de la recherche, les postulats sur lesquels sont basés mon travail, la problématique, puis l'approche que j'ai retenue. Commençons avec un peu d'histoire. Il faut savoir que dès l'Antiquité, les activités de production recherchent la proximité, que ce soit parce qu'elles partagent des besoins communs ou parce qu'elles sont parfois complémentaires. Jusqu'à la Révolution industrielle, les activités se situent en ville. Mais à partir des années 1950, des parcs industriels sont créés pour répondre aux besoins des industries, qui sont tout d'abord de profiter de terrains disponibles et peu chers pour leur expansion, de profiter aussi de la proximité d'une main-d'œuvre ouvrière qui s'est réinstallée en périphérie des villes, et enfin d'éloigner la pollution des quartiers résidentiels. Tout ceci est donc à l'origine de la création du concept de parc industriel. C'est donc notre point de départ et je vais vous présenter quelques éléments de définition du parc industriel. Tout d'abord, c'est un espace physique défini et aménagé pour l'usage d'entreprises. C'est aussi un regroupement d'entreprises qui partagent des infrastructures et des services. Et enfin, c'est une entité qui est gérée par un gestionnaire public ou privé, que j'appelle gestionnaire, et qui a une compétence définie à l'égard des entreprises résidentes du parc. Aujourd'hui, les parcs industriels font face à plusieurs enjeux. Tout d'abord, des enjeux d'aménagement. Par exemple, à cause de leur surdimensionnement, les parcs industriels font face à des problèmes d'étalement urbain, ils génèrent des problèmes de raréfaction du foncier et d'artificialisation des sols. En termes de mobilité urbaine, les villes font actuellement face à des problèmes de pénurie de stationnement, de congestion routière et de pollution. Enfin, les parcs industriels aujourd'hui souffrent d'obsolescence qui se traduit par la vétusté des locaux, de certaines dégradations de l'environnement et un manque de sécurité. Un autre type d'enjeu est cette fois-ci lié directement au fonctionnement des entreprises qui composent les parcs industriels. Par exemple, la surconsommation des ressources, l'eau, l'énergie ou la matière, la production de déchets, différents types de pollution, de l'air, du sol, de l'eau. Et enfin, un exemple d'enjeu qui est spécifique au Québec, la pénurie de main-d'œuvre dont souffrent les entreprises québécoises et auxquelles les parcs industriels peuvent tenter d'apporter des réponses. Ainsi, on fait 2 postulats. Tout d'abord, pour répondre aux enjeux d'aménagement, on postule
postule que la conception et la construction de nouveaux parcs industriels doit être repensée et les parcs industriels existants doivent être transformés dans une logique d'aménagement durable. Pour répondre aux enjeux de fonctionnement, on postule que les parcs industriels doivent créer un cadre favorisant la collaboration entre les entreprises qui le constituent et la communauté locale. Ainsi, on pose la problématique suivante. Comment accompagner un parc industriel à s'inscrire dans une démarche de développement durable? On décompose cette problématique en 3 sous-questions qui vont structurer notre travail de doctorat. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un parc industriel durable? Ensuite, quelles sont les actions qu'un parc industriel doit mener pour s'inscrire dans une démarche de développement durable? Et enfin, comment exprimer la durabilité d'un parc industriel? Pour répondre à ces questions, on propose un cadre méthodologique qui sera à l'usage des gestionnaires de parcs industriels. Pour la première question, qu'est-ce qu'un parc industriel durable? On propose une définition de l'écoparc d'activité comme un archétype de parc industriel durable. Ensuite, nous avons modélisé cet écoparc d'activité avec la modélisation systémique, ce qui nous a permis de décomposer sa durabilité pour baser nos prochains modèles. Ce premier modèle, qui répond à la deuxième question, quelles sont les activités qu'un parc industriel doit mener pour s'inscrire dans une démarche de développement durable, est un modèle d'aide à la décision multicritère pour l'établissement d'un plan d'action. Notre deuxième modèle cherche à répondre à la troisième question, comment exprimer la durabilité d'un parc industriel, et c'est un modèle d'expression de la durabilité pour un écoparc d'activité. Avant de rentrer dans la présentation de ce cadre méthodologique, attardons-nous sur les cas d'études qui ont permis sa validation. Notre premier cas d'étude est l'écoparc Daniel Gaudreault, qui est un parc industriel québécois, donc qui a choisi la dénomination d'écoparc. On note que l'usage du terme écoparc n'est pas sanctionné par une certification, et donc il ne recouvre pas le même sens que celui que je vous donnerai plus tard dans cette présentation. L'écoparc Daniel Gaudreault a été construit en 2010. C'est un site de 11 hectares où sont construits 2 bâtiments plus 1 en construction, ce qui laisse 21 terrains disponibles, avec 3 entreprises installées dans le parc, et qui est géré donc par la Corporation de développement économique de Victoriaville et de sa région. Notre deuxième cas d'étude est Savoie Technolac, qui est un technopôle français. Un technopôle, c'est un parc industriel qui est destiné à accueillir des entreprises dites de haute technologie et des organismes de recherche. C'est un parc qui a été construit en 1985, qui fait actuellement 150 hectares, avec 55 bâtiments construits, 230 entreprises, et qui est géré par la communauté d'agglomération de Chambéry et d'Aix-les-Bains, Chambéry Grand Lac Économie. Notre troisième cas est Savoie Hexapôle, qui a aussi choisi la dénomination écoparc. C'est un parc qui a été construit en 1999, qui fait 40 hectares, avec 45 bâtiments et 160 entreprises. Il est aussi géré par Chambéry Grand Lac Économie, puisqu'il se trouve sur le même territoire. Il est exactement à 3 km de Savoie Technolac. Enfin, notre dernier cas n'est pas un parc industriel, mais un gestionnaire. Il s'agit du Grand Annecy. Le Grand Annecy est un territoire de 207 000 habitants avec un territoire de 540 km². On compte 44 parcs industriels installés sur le Grand Annecy, avec 2 parcs industriels à plus de 100 entreprises, le parc Altaïs à Chavannes et le parc des Glaisins à Annecy-le-Vieux. On compte aussi 7 parcs industriels avec plus de 50 entreprises, 8 parcs industriels avec plus de 20 entreprises et 27 parcs industriels à moins de 20 entreprises. Nos 4 cas d'études offrent un panel diversifié qui a nourri notre réflexion. Un premier critère de diversité est la maturité de nos cas d'études. Ici, j'ai représenté le cycle de vie d'un parc industriel, qui commence donc par sa conception, puis la commercialisation des premiers terrains, puis son exploitation, et ensuite on peut passer par des phases de rénovation ou d'extension de manière itérative, jusqu'à un potentiel abandon du parc, voire sa démolition. L'écoparc Daniel Gaudreault se trouve actuellement dans une phase de commercialisation de ses premiers terrains, tandis que Savoie Hexapôle est dans une phase d'exploitation.
et Savoie Technolac est dans une phase d'extension. Les parcs du Grand Annecy sont à différents niveaux de maturité. On peut noter des projets de parcs industriels sur le territoire, avec par exemple le projet de parc d'activité entre Sénaux et Montagny-les-Lanches. D'autres critères de diversité sont tout d'abord l'engagement dans une démarche de développement durable. Nos 4 cas d'études ont diverses manières de s'engager dans le développement durable. L'écoparc industriel Daniel Gaudreault est fortement engagé dans l'aménagement durable. Ils ont mis en place beaucoup de mesures relatives à la durabilité de l'aménagement du parc, telles que la gestion des eaux pluviales, la construction durable, la protection de la zone humide environnante. Savoie Technolac a un engagement qui est plus varié et qui va surtout se faire par projet, puisque le but de Savoie Technolac est d'accompagner les entreprises qui le constituent dans des projets de développement durable. Savoie Exapol a un fort engagement en aménagement et en fonctionnement, qui est l'héritage d'une ancienne certification ISO 14001. Les parcs du Grand Annecy sont engagés de manière plus modérée et ponctuelle dans des démarches de développement durable. On note néanmoins pour le parc Altaïs un engagement modéré en aménagement urbain. Un dernier critère de diversité sont les enjeux de nos cas d'études. L'écoparc Daniel Gaudreault, par exemple, a pour principal enjeu son développement, mais aussi le transfert de bonnes pratiques développées à l'échelle de l'écoparc pour les parcs industriels de la région. Et enfin, un enjeu de rayonnement à l'échelle de la province, puisque c'est un des premiers écoparcs du Québec. Savoie Technolac a pour enjeu son extension. Savoie Exapol a pour enjeu sa pérennité. Le Grand Annecy a pour enjeu de résoudre le problème de pénurie de foncier économique dont souffre le territoire, mais aussi la requalification de certains parcs industriels actuellement en obsolescence. Voilà ce qui conclut notre présentation des cas d'études. Je vais maintenant vous présenter le cadre méthodologique qui a été développé dans le cadre de mon doctorat. Commençons par des concepts structurants pour notre sujet de recherche. Tout d'abord, le développement durable. Sans le redéfinir, on note que dans le cadre de cette thèse, on choisit de voir le développement durable à l'intersection de ces 3 préoccupations, qui sont appelées piliers, donc le pilier environnemental, ici écologique, le pilier social et le pilier économique. D'autres visions du développement durable vont accorder des importances diverses à ces 3 piliers. Par exemple, une vision de la durabilité qu'on dira forte va accorder une plus forte importance au pilier environnemental. Et une vision de la durabilité qu'on appelle faible va supposer une complète substituabilité entre les 3 piliers, ce qui signifie qu'une faible performance environnementale pourrait être rattrapée par une forte performance économique. Ce n'est pas le cas dans cette thèse, on choisit de voir le pilier comme l'équilibre entre... on choisit de voir le développement durable comme l'équilibre entre ces 3 piliers. L'économie circulaire, qui est donc un modèle économique à vision systémique, en opposition avec l'économie linéaire. Et son but est de limiter le gaspillage des ressources et l'impact environnemental de la consommation et de la production. Enfin, l'écologie industrielle, qui fait aujourd'hui partie de l'économie circulaire, mais qui a été inventée à la même époque, est une approche similaire à l'économie circulaire, qui s'inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels pour repenser le système économique. Son but est la gestion optimale des ressources et un fort taux de recyclage de la matière et de l'énergie. Un des principaux outils de l'écologie industrielle est la symbiose industrielle. Lorsqu'une symbiose industrielle est mise en place à l'échelle d'un parc industriel, on qualifie ce parc d'éco-industriel. Un parc éco-industriel est donc un parc industriel où les entreprises prennent part à des synergies de substitution ou de mutualisation des ressources. On parle de synergie de substitution lorsque les déchets ou les sous-produits d'une activité deviennent la matière première d'une autre. Et on parle de synergie de mutualisation lorsque des activités mettent en commun leurs besoins et mettent en place des stratégies d'approvisionnement commun
ou de mise en commun de services. Ici, j'ai mis l'exemple de la symbiose industrielle de Kalundborg, où 21 synergies de substitution de l'énergie, de la matière et de l'eau se sont spontanément développées entre 9 entreprises et la ville, et ce depuis les années 70. Parlons maintenant d'aménagement durable. Donc, l'aménagement urbain est à la fois le processus de conception et de mise en forme des caractéristiques physiques de la ville, mais aussi le processus de planification et de fourniture de services municipaux. Lorsqu'il est durable, il prend en compte les préoccupations du développement durable, donc tout d'abord des préoccupations économiques, comme l'investissement ou les coûts d'opération, des préoccupations environnementales, comme la mobilité, la gestion des déchets, de l'énergie et de l'eau, la préservation de la biodiversité ou la consommation énergétique des bâtiments, et des préoccupations sociales, comme la solidarité, l'équité politique et sociale, la mixité sociale, l'engagement civique ou la gouvernance. Quand on parle d'aménagement urbain durable, on pense tout de suite à son application la plus connue, l'écoquartier, qui est donc l'application des principes de l'aménagement urbain durable à l'échelle d'un quartier résidentiel. Ici, j'ai mis l'exemple de l'écoquartier Vitretex à Chambéry. Maintenant que j'ai tout défini, intéressons-nous à la définition de ce que nous appelons écoparc. On note que dans la littérature, le terme écoparc est souvent synonyme de parc éco-industriel. Pour nous, ce raccourci pose un problème, c'est que le parc éco-industriel n'est pas vraiment adapté au parc industriel tertiaire, qui ne peuvent pas mettre en commun des ressources physiques. Dans la pratique, le terme écoparc est souvent rattaché à la notion de certification ISO 14001. Donc la norme ISO 14001 définit une série d'exigences relatives à la mise en place d'un système de management environnemental au sein d'une organisation. Le problème pour nous, c'est que la norme ISO 14001 ne définit pas l'écoparc, puisqu'elle est applicable à tout type d'organisation. Elle se limite aux aspects environnementaux. Et enfin, c'est une certification qui est très exigeante et qui a tendance à décourager beaucoup de gestionnaires de parcs industriels. Pour nous, l'écoparc est un archétype de parc industriel durable, ce qui signifie que nos cas d'étude sont des parcs industriels qui souhaitent devenir durables. Comme ces deux définitions sont insuffisantes, j'en propose une nouvelle. Donc, l'écoparc d'activité, que j'appelle en anglais Mixed Use Ecopark, est une communauté d'entreprises, industrielles ou tertiaires, localisée sur un parc planifié et construit de manière durable et administré par un gestionnaire désigné, qui coopèrent entre elles pour efficacement partager des ressources, dans le but d'obtenir des bénéfices économiques et une amélioration de la qualité environnementale et des ressources humaines pour ces entreprises et la communauté locale. Notre conception de l'écoparc se positionne donc entre l'écoquartier et le parc éco-industriel. Maintenant que l'écoparc est défini, et en prenant conscience de sa nature systémique, nous avons décidé de le modéliser. Pour rappel, un système est défini comme la représentation d'un phénomène actif, perçu comme identifiable par des projets dans un environnement actif, dans lequel il opère et se transforme téléologiquement. Toujours selon Jean-Louis Lemoigne, la modélisation systémique consiste à décrire un système selon 5 de ses caractéristiques. Tout d'abord, la finalité, qui est l'idée que l'observateur se fait de la mission du système au plus haut niveau d'abstraction. Puis l'environnement, soit les composants qui interagissent avec le système et ses interactions. Puis la structure, donc l'organisation des sous-systèmes, entités et les interactions internes qui constituent le système. Les objectifs qui sont fixés pour atteindre la finalité et qui peuvent être de deux types, exogènes ou endogènes. On note que les objectifs exogènes caractérisent les échanges d'un système avec son environnement et sont donc issus d'une décomposition de la finalité, tandis que les objectifs endogènes caractérisent l'organisation du système qui est nécessaire à l'atteinte des objectifs exogènes. On fait donc le postulat que les objectifs endogènes sont issus de la décomposition des objectifs exogènes. Enfin, le comportement du système, qui peut lui aussi être de deux types, soit le fonctionnement normal du système, soit la transformation du système lorsqu'il n'arrive plus à atteindre ses objectifs exogènes. On propose la modélisation suivante de l'écoparc. Tout d'abord, la finalité,
qui est vu comme étant la durabilité, soit l'équilibre entre les 3 piliers du développement durable. Ensuite, l'environnement de l'écoparc, qui est donc composé de fournisseurs et de clients des entreprises, de l'environnement naturel local et de la communauté locale. À la frontière entre l'environnement et la structure du système, on trouve l'observateur, qui est donc le gestionnaire. La structure de l'écoparc est composée d'entreprises, de bâtiments et d'infrastructures. Les échanges entre ces entités sont soit des échanges ou partages de services, soit des synergies éco-industrielles, des échanges ou partages de matières premières, d'énergie ou d'eau. Les objectifs de l'écoparc, donc tout d'abord les objectifs exogènes, qui sont, comme je l'ai dit, une décomposition de la finalité, sont de minimiser l'impact environnemental du site, de créer des bénéfices économiques et de créer des bénéfices sociaux. Les objectifs endogènes sont une décomposition des objectifs exogènes et sont propres à la stratégie de chaque parc. Enfin, le comportement, soit en fonctionnement, soit en transformation. Le fonctionnement de l'écoparc est l'aménagement durable et la collaboration des entreprises. La transformation de l'écoparc est donc la transformation de sa structure et la déclaration de nouveaux objectifs endogènes. Cette modélisation a été validée auprès de nos cas d'études. Je reviens sur les objectifs endogènes. Comme je l'ai dit, ces objectifs sont spécifiques à chaque parc. Mais pour baser nos modèles d'expression de la performance et d'aide à la décision, nous allons proposer une typologie qui sera adaptable par chaque parc, chaque gestionnaire. Je vous propose donc la méthode que nous avons suivie pour faire cette typologie. Notre déduction est empirique et donc nous nous basons sur une observation des objectifs de nos cas d'études et un recensement des objectifs des écoquartiers de la littérature et des objectifs des parcs éco-industriels dans la littérature. Cela nous a permis de créer une typologie de critères de durabilité des écoparcs qui est une première base qui sera à enrichir par le gestionnaire. Pour justifier du caractère nécessaire et suffisant de notre hiérarchie de critères, nous cherchons aussi à satisfaire 3 conditions: l'exhaustivité des critères, la cohérence et la non-redondance. Malgré cela, il faut bien avoir conscience qu'il n'existe pas de méthode pour justifier de la représentativité de ces critères, et donc nous ne pourrons la démontrer qu'avec un très grand nombre d'applications du modèle. Voici donc notre proposition de décomposition de la durabilité d'un écoparc. Pour le pilier environnemental, on propose 5 types de critères. Tout d'abord des critères pour l'impact environnemental des bâtiments, l'impact environnemental des infrastructures, l'impact environnemental des transports, la préservation de l'environnement naturel et le nombre de synergies éco-industrielles. Pour le pilier économique, on trouve 2 critères, la vente de terrain et le nombre de collaborations interentreprises. Pour les bénéfices, le pilier social, 4 critères, la qualité architecturale et le confort des bâtiments, l'accessibilité du parc industriel, la fourniture de services communs aux employés des entreprises résidentes et la création d'emplois ou la rétention de main-d'œuvre. Comme je le dis plus tôt, cette décomposition a servi de base à nos 2 modèles, le modèle d'aide à la décision et celui d'expression de la durabilité. Je vais maintenant vous présenter le modèle d'aide à la décision. L'objectif de ce modèle est d'accompagner le gestionnaire dans le choix des actions qui composent le plan d'action de l'écoparc. Pour cela, l'approche que nous avons proposée est d'exprimer l'impact marginal d'une action sur la performance de l'écoparc, soit l'impact d'une action compte tenu des actions précédemment réalisées. Cela équivaut à exprimer la durabilité de l'écoparc a priori et pendant toute l'exécution d'un plan d'action. Pour faire cela, nous avons choisi comme outil les méthodes d'aide à la décision multicritères qui sont fondées sur l'agrégation, puisque c'est un problème de scoring, et nous avons plus particulièrement choisi la méthode MacDef. Voici le processus de MacDef, que je ne décrirai pas tout de suite en détail puisque je vous le présenterai dans la suite de la présentation. MacDef, qui signifie Measuring Attractiveness by Categorical Based Evaluation Technique, est une méthode interactive
qui permet un aller-retour entre l'expert et le décideur. Elle permet d'évaluer sur des alternatives selon plusieurs critères, sur la base de jugements qualitatifs entre ces alternatives. Notons que pour répondre à notre problème, nous avons détourné Macbeth de son usage traditionnel, qui est d'exprimer la performance d'alternatives indépendantes. Nous l'avons utilisé pour comparer plusieurs états d'avancement d'un plan d'action. Je vais vous présenter un exemple d'application de ce modèle d'aide à la décision. Donc, par exemple, si nous avions 3 plans d'action différents, qui commencent tous par le même enchaînement d'actions, A2, puis A1, puis A4, puis A3 et A5, puis A6, donc ce sont des actions, et qui se finissent par trois actions différentes, soit A7 et A8, A7, ou alors A7 et A9. Et si on savait que ces plans d'action ont tous un coût différent, qui est ici totalement arbitraire, la méthode nous permet d'exprimer l'impact sur la performance de l'écoparc de ces 3 plans d'action et nous permet donc de voir que par exemple le plan d'action numéro 3 pourrait aboutir à une meilleure performance de l'écoparc. Cela permettrait ainsi aux gestionnaires de choisir le plan d'action à exécuter. Notre modèle d'aide à la décision doit donc être capable d'exprimer la durabilité d'un écoparc. Nous avons donc développé un modèle d'expression de cette durabilité. Pour cela, nous avons choisi de nous baser sur les méthodes d'expression de la performance industrielle. On propose le modèle suivant. Ce modèle est basé donc sur la modélisation systémique de l'écoparc et sur la décomposition de sa durabilité que j'ai présentée précédemment. Il détermine ensuite les performances élémentaires, qu'il agrège pour obtenir des expressions de performance des 3 piliers, qu'il agrège ensuite pour obtenir une expression de la durabilité globale. L'outil choisi pour la détermination des performances élémentaires est la méthode Macbeth. Pour l'agrégation des expressions de performance élémentaire en expression de la performance des 3 piliers, nous avons choisi la moyenne pondérée, qui est l'opérateur d'agrégation inclus dans Macbeth. Et enfin, pour agréger les expressions de performance des 3 piliers en une expression de la durabilité globale, nous avons choisi comme opérateur d'agrégation l'intégrale de Choquet pour prendre en compte les interactions entre les 3 piliers du développement durable. Traditionnellement, comme j'ai dit, Macbeth utilise la moyenne pondérée comme opérateur d'agrégation. Pour rappel, je vous ai mis ici la formule de la moyenne pondérée. Nous avons aussi décidé d'utiliser un deuxième opérateur d'agrégation qui est l'intégrale de Choquet et qui va nous permettre de prendre en compte les interactions entre 2 critères. Ces interactions peuvent être de 2 types. Le premier type d'interaction est la synergie qui va donc favoriser la satisfaction simultanée de 2 objectifs. Le deuxième type d'interaction est la redondance qui consiste à favoriser la satisfaction d'un seul objectif parmi 2 considérés. L'intégrale de Choquet, avec sa prise en compte des synergies, est particulièrement adaptée à une vision de la durabilité comme étant la satisfaction simultanée de ces 3 piliers. Voici une illustration du mécanisme de double agrégation. Les critères de chaque pilier sont d'abord agrégés par la moyenne pondérée, ce qui nous permet d'obtenir, comme j'ai dit, les expressions de performance des 3 piliers, qui sont ensuite agrégées avec l'intégrale de Choquet. Je vais maintenant vous présenter ce modèle d'expression de la durabilité à travers une application à l'écoparc industriel Daniel Gaudreault de Victoriaville, qui a été notre partenaire durant la seconde partie de mon doctorat qui a été réalisé au Québec. Voici le processus global de notre modèle d'expression de la durabilité. Le processus commence par une phase préliminaire qui est la description du problème d'évaluation. Cette phase commence donc se base sur la modélisation systémique et la décomposition de la durabilité que j'ai déjà présentée pour obtenir une hiérarchie de critères. Ce
Ce qui nous reste à décrire sont les situations qui vont être évaluées. Ces situations sont le fruit du plan d'action de l'écoparc de Victoriaville, qui est composé de 8 actions à réaliser sur une période de 3 ans, comme on peut le voir sur le diagramme de Gantt ci-dessus. On choisit d'évaluer 3 situations qui correspondent à 3 stades d'avancement du plan d'action. Situation 1, qui correspond à 38% d'exécution du plan d'action. Situation 2 correspond à 63% d'exécution du plan d'action. Et la situation 3 à la fin de l'exécution du plan d'action. À cela, Macbeth nous impose de rajouter 2 situations particulières. Une situation neutre, à 0% d'exécution du plan d'action, et une situation good, qui correspond à une performance de 100%, soit la performance souhaitée par le gestionnaire. On peut voir ici les 3 situations sur le diagramme de Gantt. Maintenant que nous avons décrit le problème d'évaluation, la première étape consiste à déterminer les expressions de performance élémentaires. Tout d'abord, on demande au gestionnaire de comparer 2 à 2 chacune des situations pour chaque critère. Ceci va permettre à Macbeth de déterminer les expressions de performance élémentaires. Voici un exemple de matrice de comparaison pour le critère rétention de la main-d'œuvre. Ici, par exemple, on peut lire que le gestionnaire préfère la situation 2 à la situation 1 de manière modérée ou forte pour le critère rétention de la main-d'œuvre. De même, on peut lire ici que le gestionnaire préfère la situation good à la situation 1 sans avoir exprimé de préférence. Avec ces jugements, Macbeth est capable de calculer les expressions de performance élémentaires qui sont représentées dans le tableau, mais que j'ai aussi représenté dans un diagramme radial pour mieux les visualiser et visualiser surtout leur évolution. La deuxième phase de notre modèle d'expression de la durabilité est l'agrégation des performances élémentaires en expression de la performance des 3 piliers. Pour cela, on demande tout d'abord au gestionnaire de comparer des situations fictives qui correspondent à des situations où un seul critère est satisfait. Donc il les compare 2 à 2 de la même manière qu'on lui a demandé de comparer les situations S1, S2 et S3. Ce qui va permettre à Macbeth de calculer les poids de la moyenne pondérée qu'on voit ici pour les 3 piliers. Avec les expressions de performance élémentaire et les poids de la moyenne pondérée, on peut facilement retrouver les expressions de performance des 3 piliers. La troisième et dernière étape de notre modèle est l'agrégation des expressions de performance des 3 piliers. Pour cela, on demande au gestionnaire de comparer à nouveau des situations fictives, qui sont cette fois-ci un petit peu plus compliquées que pour la moyenne pondérée, ce qui va nous donner un système, ici 7 inconnus, à résoudre. Et lorsqu'il est résolu, on trouve les paramètres de l'intégrale de Choquet, donc l'indice de Shapley pour chacun des piliers du développement durable, et le paramètre d'interaction pour chaque pilier, chaque couple de piliers. Avec les expressions de performance des 3 piliers et les paramètres de l'intégrale de Choquet, on peut, avec la formule ci-dessus, retrouver les expressions de la durabilité globale. Donc par exemple, pour la situation 1 qui correspondait à 38% de taux d'exécution du plan d'action, on trouve une performance de 3%, donc une durabilité de 3%. Pour la situation 2, qui correspond à 63% de taux d'exécution, on trouve une performance de 18%, tandis que pour la situation 3, soit 100% d'exécution du plan d'action, on trouve une performance de 53%. Donc il faut noter que cette performance peut paraître basse, mais on se trouve dans une démarche de durabilité, qui est donc la finalité,
ce qui va nécessiter de réitérer la méthode et d'améliorer le plan d'action sur le long terme, puisqu'on est dans une démarche d'amélioration continue. Un autre résultat intéressant de notre modèle est sa capacité à nous renseigner sur la vision du développement durable du gestionnaire à travers les paramètres de l'intégrale de Choquet. Ici, j'ai représenté les 3 visions du développement durable dont j'ai parlé plus tôt. Le développement durable faible, équilibré et fort. Pour la durabilité faible, qui suppose une totale substituabilité entre les 3 piliers, on a mis un paramètre, on trouve que cela correspond à un paramètre d'interaction nul pour le pilier et pour le développement durable équilibré. On considère que cela correspond à des paramètres d'interaction qui sont positifs, mais aussi à des indices de Chapelet égaux pour chacun des piliers. Pour une vision du développement durable forte, on considère que cela correspond à des indices de Chapelet élevés pour le pilier environnemental et plus faibles pour le pilier économique et social, mais aussi un paramètre d'interaction qui sera non nul entre l'environnement et les 2 autres piliers pour éviter la substituabilité entre ce pilier et les 2 autres. Si on compare ces 3 estimations potentielles de paramètres de l'intégrale de Choquet avec ceux qui ont été obtenus par l'écoparc de Victoriaville, on trouve que la vision de l'écoparc de Victoriaville se situe entre une durabilité faible et une durabilité équilibrée. Cela peut s'expliquer puisqu'actuellement, le parc industriel de Victoriaville est dans une phase de commercialisation des premiers terrains et a donc pour principal enjeu son développement économique. Voici qui conclut notre présentation des résultats de ma recherche. Je vais maintenant finir avec une présentation des contributions de mon travail et des perspectives. Donc, dans le cadre de cette thèse, j'ai défini l'écoparc d'activité comme étant un archétype de parc industriel durable et je l'ai modélisé avec la modélisation systémique. J'ai ensuite développé un modèle d'aide à la décision pour l'établissement du plan d'action d'un écoparc d'activité, puis un modèle d'expression de la durabilité. Ces résultats ont été pour la plupart publiés dans des revues et la dernière, le modèle d'expression de la durabilité est actuellement en cours de publication. La première perspective de ce travail est tout d'abord la nécessité d'appliquer le cadre méthodologique au cas d'études restant afin de parfaire sa validation. Tout d'abord, pour Savoie Technolac, ça va dans le bon sens, ok. Tout d'abord, donc, pour l'écoparc Daniel Gaudreault, il faudrait continuer à utiliser le cadre méthodologique dans la durée. Pour Savoie Technolac, le cadre méthodologique pourrait être tout d'abord utilisé pour vérifier l'équilibre entre les 3 piliers du développement durable, mais aussi on pourrait utiliser le modèle d'aide à la décision dans le cadre de l'aménagement et de la construction de son extension. Pour Savoie Hexapôle, le cadre méthodologique pourrait être utilisé dans la continuité de son processus de certification ISO 14001. Pour les parcs du Grand Alcy, la partie la plus intéressante du cadre méthodologique sera la décomposition de la durabilité, qu'on pourra faire sur les différents parcs, puis le modèle d'aide à la décision, qui pourra aider à définir des plans d'action pour les parcs. Enfin, il sera intéressant d'appliquer notre modèle à d'autres parcs industriels, et pourquoi pas des parcs industriels sur les territoires que nous connaissons déjà. Par sa pluridisciplinarité et son caractère novateur, mon travail a donné naissance à de nombreuses perspectives. J'en présenterai ici quelques-unes. Tout d'abord, l'implémentation informatique. Donc, actuellement, nous utilisons 3 outils informatiques, donc, qui sont MMacBEF pour l'application de la méthode MacBEF, le langage UML pour la modélisation systémique, et tout bêtement Excel pour le calcul des paramètres de l'intégrale de Choquet. L'idée serait, pour faciliter la diffusion et l'utilisation de notre modèle méthodologique, d'intégrer tous ces modèles dans un outil informatique unique.
les pistes que l'on envisage sont tout d'abord l'extension de M-Macbeth à l'utilisation de l'intégrale de Choquet, mais aussi l'identification et l'adaptation de solutions logicielles existantes dans des domaines similaires. Une autre perspective, cette fois-ci qui nécessitera plus de travail, est l'analyse de réseaux sociaux. Donc, pour le moment, nous avons considéré l'écoparc comme un système, mais une autre idée pourrait être de le voir comme un réseau d'acteurs économiques. Ainsi, on pourrait utiliser l'analyse de réseaux sociaux et l'ajouter à notre cadre pour analyser la collaboration interentreprises et les synergies éco-industrielles. L'analyse de réseaux sociaux nous permettrait d'identifier les acteurs clés d'une symbiose industrielle, sa résilience, son fonctionnement, sa capacité d'adaptation. Ainsi, on pourrait aider les gestionnaires à établir des relations entre les entreprises. Enfin, une dernière idée est un réexamen du rôle du gestionnaire. Nous sommes partis du postulat, que nous avions affaire à un seul gestionnaire, qui était à la frontière du système et de son environnement, et qui définissait les règles pour les entreprises. La réalité est plus complexe, puisque souvent un gestionnaire est une équipe de plusieurs personnes avec divers points de vue, qui a des compétences limitées à l'égard des entreprises et qui applique des directives et rend des comptes aux élus. L'idée est donc de reprendre notre vision du gestionnaire et de prendre en compte le contexte de décision plurielle en intégrant l'ensemble des acteurs dans la décision, donc à la fois les entreprises, le gestionnaire, mais aussi par exemple les élus. Et pour cela, une base de réflexion serait la théorie des jeux. Voici les références auxquelles j'ai fait mention durant cette présentation. Je vous remercie de votre attention et je finirai en remerciant tout particulièrement Logistique de m'avoir hébergé pendant 2 ans en France et l'IDE3 de m'avoir hébergé pendant 2 ans au Québec. Merci à tous.